Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. J'ai le réel plaisir de vous retrouver encore une fois à travers cet hebdo, cette émission qui vous permet de comprendre l'actualité parce que ici, on invite quelqu'un, un homme ou une femme, de temps en temps, pour décrypter, analyser l'actualité et vous permettre de comprendre effectivement ce qui s'est passé en durant courant de la semaine. Alors, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui vient nous rendre visite pour la première fois. Il n'est plus à présenter parce que toutes ces émissions sont des cartons pleins en termes d'audience. On le connaît parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un acteur politique, président du mouvement des révolutionnaires congolais. Lui, c'est Marley Vouvou, avec qui on va discuter de l'actualité. On sait que l'actualité est quasiment dominée par la sécurité en République démocratique du Congo et le dialogue. On va donc parler de cela. On va parler de l'accord de Washington et on va parler des conditions des dialogues. Alors, j'ai le réel plaisir, comme je le disais. Faites comme d'habitude, ne regardez pas cette émission seule. Partagez les liens, invitez les autres pour que ce que l'on dira ici édifie plus d'un. Monsieur Marley, vous, bonjour. Bonjour chérie, bonjour à toute l'équipe technique, surtout sur cette occasion dans ces beaux cadres. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est beaucoup raté, c'est pour la première fois. Raté, la sécurité et tout ça. Ouais. Je dis aux Congolais, je félicite les Congolais, les opposants, les résistants, parce que nous avons gagné ce combat. Les régimes tendent vers sa fin et que j'aimerais voir Tshisekedi dans l'opposition et lui montrer comment on gère la République. Mais ils ont fait l'opposition déjà depuis 37 ans. Bon, il n'a plus rien à apprendre de l'opposition. Non. Quand les gens, s'ils avaient réellement appris de leurs 37 ans de l'opposition, ça allait se sentir. Okay. Parce que quand on apprend, c'est pour appliquer. Quand vous regardez les régimes ici, c'est par politesse qu'on les qualifie d'un régime. C'est vraiment la rue la plus totale et que aujourd'hui, nous devons être malheureux d'être dirigés par ces gens de l'IDPS qui nous ont escroqués pendant 37 ans. Avec qui vous avez combattu par contre, hein? Non, vous avez été à côté d'eux pendant qu'il fallait chasser Kabila. En politique, les alliances se font. Est-ce que vous êtes un exemple quand vous parlez ainsi de l'IDPS? Moi, je n'ai jamais été IDPS. Je peux même vous choquer que Etienne Tshisekedi n'a jamais été démocrate. Et il n'a jamais combattu pour la démocratie. Pourtant, c'est lui qui en est la figure majeure. Non, abusivement. Vous n'allez pas méconnaître son combat qu'il a commencé depuis les années 80. On ne peut pas être père de la démocratie et père de la dictature à la fois. Il n'a pas été dictateur. C'est lui qui a créé Mobutu comme dictateur, c'est Etienne Tshisekedi Luamolo. Nous ne devons pas créer des héros ou des noms, des célébrités sur base de rien. Quand on crée des célébrités, c'est pour permettre aux générations à venir de rêver, de tenter de faire comme eux. Mais si nous présentons aux jeunes des faux vrais leaders, nous créons des monstres nous-mêmes. Mais si vous dites ça, moi, ça m'envoie poser une question. Kabila que vous soutenez aujourd'hui, comment vous le présenterez? Est-ce que c'est les dictateurs aussi? Ou aujourd'hui, comme il a traversé l'opposition, il est passé par la blanchisserie? Moi, je ne soutiens pas Kabila. À chaque fois que je parle de Kabila, j'ai toujours été dans une... Vous avez une sympathie qui est plutôt... Oui, mais attends. On a combattu un homme et qu'on est incapable de relever les défis. C'est qu'il est bon. Parce que quand on combat en politique, on combat pour corriger les erreurs de la personne, du système ou de la personne que vous êtes en train de combattre. Mais vous avez combattu, vous avez eu le pouvoir, incapable de faire même le 1%. Incapable de relever les défis à 1%. Vous dites ça sur base de quel chiffre? Je vous prends un cas. L'accord de Washington, signé récemment, l'accord économique, signé récemment entre le Congo et les États-Unis. Cet accord respecte-t-il le code minier? Est-ce que Mouyaya peut organiser un briefing où on peut comparer le code minier congolais et l'accord économique signé? Mais les entreprises qui vont venir vont passer par le respect de tous les textes. C'est pour ça que toutes les réunions sont organisées. Déjà les fondamentaux, les bases sont mal posées. Les bases sont mal posées. Parce que l'accord devait bien spécifier le respect du code. Parce que, attention, quand vous signez les accords, parfois les accords au niveau international ont primauté sur le loi. Donc, quand vous acceptez de marcher sur vos propres principes, au nom d'un accord avec... Ils ont marché sur quel principe, par exemple? Je vous prends un cas. Oui. À combien sont évalués les minéraux congolais? Parce que lorsque vous allez dans un accord,
de telle ampleur, il faut évaluer ce que vous pouvez donner et ce que vous allez On sait donner. par exemple que 70% de la production mondiale, je crois, du cobalt, si en République démocratique du Congo. Non, ça, le coltan, c'est à 40%. Non, ça, on évalue chaque matière. Mais j'ai dit les terres rares congolais sont évaluées à combien? Parce que je peux vous donner les chiffres. Les terres rares ukrainiens ont été évalués à l'auteur ce que l'Ukraine gère jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, les Donbass et autres représentaient 27 000 milliards d'euros. Le nôtre représente combien? C'est vrai qu'on n'a pas entendu un chiffre là-dessus. C'est ça. Le débat, ce n'est pas le coltan, le cobalt. Ça représente combien? Et si on peut le transformer en termes de réserve, ça va représenter le réserve pour combien de temps? De 3 mois, 6 mois? On a quoi? Parce que quand vous voulez brader quelque chose que vous avez, on veut brader nos minéraux. On doit savoir, on doit brader à quelle hauteur. Est-ce qu'on va brader à 20%, 30%, 50%? Pour définir le pourcentage, vous devez évaluer en termes généraux. Donc ici, il y a une violation du code minier. Mais par contre, nous sommes dans la gestion comparée. Par contre, Kabila a sauvé le mine congolais. En quoi faisant? Savez-vous, lorsque Kabila disait « je mourrai d'une balle à la tête », pouvez-vous citer un opposant de cette époque-là pouvait prendre son arme et aller tirer sur Kabila? Non, il n'y en avait pas. C'est lui qui avait le pouvoir, il avait l'arme et la police. Kabila le disait parce qu'il subissait des pressions. Mais pour ne pas toucher à réformer ce code minier. Le code minier représentait les intérêts de puissance internationale. Oui, Kabila les a affrontés. Oui, en fait, parce qu'on est passé quoi? De 2% de royalties à 10%? La responsabilité sociétale n'existait pas. Oui, mais jusqu'aujourd'hui, c'est impraticable. Mais c'est maintenant là. C'est impraticable. Depuis 2018, c'est impraticable. Kabila vous réforme la loi. Vous prenez le pouvoir, c'est à vous d'appliquer ou c'est à lui? Non, mais non, lui aussi, il a eu 2 ans. La loi a été réformée en 2015. De 2015 à 2019, qu'est-ce qui a été fait en termes de responsabilité sociale des exploitants? Entre 2016 et 2018, la gestion était collégiale entre l'opposition et la majorité. Savez-vous bien que tout le monde, vous le savez plus que tout le monde, que lorsque vous allez dans des gouvernements d'union nationale où on prend l'opposition et la majorité, on met ensemble, il n'y a aucun travail qui s'est fait. Ah, mais tu sais qu'il peut dire ça aussi, hein. Il a hérité de l'FCC, 80% de son effectif, c'est l'FCC. 80% de son effectif, c'est l'FCC. Quel FCC? Le FCC qui était là hier. Non. L'Union sacrée, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas pour nous présenter Tshisekedi comme l'Union sacrée, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas nous présenter Tshisekedi comme un enfant gâté de la République. Non, ce n'est pas un enfant gâté de la République. En gestion politique, il y a la coalition et la cohabitation. Si Tshisekedi estimait qu'il ne pouvait pas aller en coalition avec le FCC, il avait la latitude. Il n'avait pas le choix. Non, il pouvait aller en cohabitation. La cohabitation, c'est qu'il allait rester président. Le FCC gérait. Ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Dans le contexte constitutionnel congolais, c'est difficile. Ça allait être difficile comment? C'est difficile quand vous n'avez pas la majorité. Ça allait être difficile parce que Tshisekedi n'est porteur de rien. Simple à comprendre. Il a un programme. Il a été élu sur base d'une promesse politique. C'est quoi l'intitulé de son programme? Vous êtes journaliste. Son programme vous avez aussi le rôle d'informer. Bien sûr. Il a eu un programme. C'est quoi l'intitulé de son programme? Il a eu un programme qui portait sur la refondation de l'homme et qui a été estimé à 86 milliards de dollars en 2018. Quand on dit Machiavel évoque la RISE, le rapport de Fox et les intérêts au niveau international dans son livre Le Prince, on peut citer l'intitulé du livre. Dans ce cas-là, il n'était pas le seul. Parce que quel est l'intitulé du programme de Martin Fayulu? Quel était l'intitulé du programme du FCC de 2018? Il n'était pas le seul. Alors. Vous avez raison. On ne parle pas de ceux qui n'ont pas été élus. On est en train d'évaluer un régime. Un régime qui est en train de régner. Ça fait déjà 7 ans. Mais s'il faut parler, il faut comparer le programme de Martin Fayulu à celui de Tshisekedi, ou est-ce que Martin Fayulu est en train d'appliquer son programme? Ou est-ce que le FCC applique son programme? Pour dire que c'est peut-être notre façon de faire la démocratie, de faire des élections. Lui, il est là. Je vous dis que... C'est peut-être une culture congolaise. Je vous prouve que Tshisekedi n'est porteur de rien. Je prends ce messieurs que vous appelez Augustin Kabouya. Avez-vous déjà vu Augustin Kabouya parler de politique publique? Soit en train de miser $500 à celui qui m'apportera une petite vidéo de 30 secondes où Kabouya parlait de politique. Vous débattez sur le politique public.
Non, ça n'existait pas. Sa parole publique est dans quel contexte généralement? C'est des matinées politiques où il faut je ne parle pas de ces prises de parole en public. Je parle de politique publique. On l'a pas encore. Kabouya a déjà parlé de l'économie. Il est le secrétaire. Kabouya a parlé déjà même du sport, même de la musique. Savez-vous qu'il existe des politiques culturelles? Bien sûr. Kabouya a déjà parlé même. Et on a une ministre de la culture. Kabouya a parlé déjà même de la musique. C'est l'unique pays au monde où Kabouya peut faire la politique. Vous l'amenez à l'hérité, il ne va pas faire la politique. Vous l'amenez même à ce Far West là, à l'Haïti. Hein? Il ne va pas faire la politique. C'est ici que Kabouya peut faire la politique. Où on ne parle pas de la politique, on parle de la stigmatisation des insultes. On va parler d'ailleurs de vous, parce que moi je suis prêt à entendre ce que vous dites en termes de critique, mais les méthodes que vous appliquez aujourd'hui, c'est les méthodes de l'opposition d'hier. Si vous critiquez l'opposition d'hier qui est au pouvoir aujourd'hui, en quoi est-ce que vous êtes différent? Vous, par exemple, au mouvement de révolutionnaires. Nous ne critiquons pas par hasard. Par exemple, là, ça fait un mois que je suis en train de chercher un débat face à Augustin Kabouya sur la géopolitique, la géostratégie dans la sous-région des Grands Lacs. C'est comme ça que je veux montrer ce que nous avons comme vision. Est-ce qu'il va accepter? Vous n'êtes pas... D'abord, ce n'est pas la question si. La question, ce n'est pas s'il va accepter. Est-ce qu'il comprend d'abord c'est quoi la géopolitique, la géostratégie? Bien sûr qu'il comprend. Mais il n'a qu'à accepter s'il comprend. Il est président haï d'un grand parti politique. Déjà en violation. Déjà, il est président haï d'un parti qui n'accepte pas l'intérim. Article 26 du statut de l'UDPS. Déjà, il est là sur base d'une violation. Mais de toute façon, il s'agit pas de lui. Il s'agit pas de lui. Alors moi, je voudrais quand même, parce que vous dites que le régime n'est pas porteur d'un projet, d'un programme. Aujourd'hui, quand même, il y a des réformes qui sont faites. Pas plus tard qu'hier, le président de la République était convié à une cérémonie où on célébrait les 10 années de l'École nationale d'administration, qui fonctionne et qui produit des cadres pour servir l'administration publique. Ça, c'est une avancée, par exemple, avec les ministres des tutelles, l'excellence Jean-Pierre Liaou. Ça, c'est une avancée. Ça a toujours existé. ENA, oui. Sous Mobutu, lorsque Tshisekedi était encore trop jeune, cette école d'administration, c'était où? C'est l'actuel centre super militaire. Le premier recteur s'appelait Papa Ndangi. Vous avez déjà entendu parler de Zamba Ndangi. C'est ce papa-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient d'être inventé par Tshisekedi. Non, on n'a pas dit ça. Il a promis de construire le campus pour cette école d'administration. Moi, vraiment, mon médecin m'a interdit d'écouter les promesses de Tshisekedi. Mon médecin m'a interdit. On peut y passer à autre chose. Vous n'y croyez pas? Où en sommes-nous avec l'université de Mbandaka? Ça arrive. On a vu l'université. On disait ça pour l'université de Mbuji-Mayi. Le port à nos profondes. Mais il y a eu le corridor de l'hôpital. Vous n'avez pas douté de tout ça quand même. Il a promis les universités dans les provinces. Mbuji-Mayi, c'est fait. Kananga, c'est fait. Non, Mbandaka, ça arrive. Il faudrait dire ici. Il a encore 2 ans, donc il va le construire dans les 2 ans qui viennent. Les 2 universités sont l'œuvre de Joseph Kabila. Mais dans le cadre de la continuité de l'action publique de l'État, et c'est comme ça les États, tu sais qu'il a inauguré. Quoi de plus normal? Mais j'ai dit c'est normal. Mais pourquoi citer celui qui a inauguré? Mais c'est lui qui avait mis le projet en place, vous le refusez de citer son nom. On va pas citer son nom puisqu'il n'est plus au pouvoir. C'est lui qui a inauguré, c'est lui qui a conduit le projet jusqu'à la fin. C'est lui le maître d'ouvrage. Il a conduit quel projet? C'est comme ça, non? C'est ainsi. Mais ça... Admettons... L'opposition ne veut pas dire non à tout, monsieur Marley. En quoi citer les noms de Kabila poserait problème? Non, ça ne pose aucun problème. Il a été président de la République. On ne peut pas l'effacer de La l'histoire. beauté de la démocratie, c'est aussi prendre le micro, dire ces beaux bâtiments, c'est une université que je suis en train aujourd'hui d'inaugurer. Ici, à Mbuji-Mayi, a été pensé, financé, préparé par mon prédécesseur. On peut quoi? Pourquoi le dire si on sait que l'État est continu? Quand Macron... Ça va servir à quoi? Non, à la mémoire collective. Mais tout le monde le sait. Après, tout le monde ne le sait pas. Personne. Attention, ici, nous parlons de la mémoire collective. La mémoire collective est construite des joies, des plaies, bien sûr, des migrants, de nos erreurs, de nos victoires. C'est de ça que fête la nation. Tu sais qu'elle dit
détruit cette mémoire collective. Si aujourd'hui on vous demande, ton enfant te dit, papa, je vais aller visiter le cimetière où les Congos avaient enterré tous les martyrs de l'indépendance du 4 janvier 59. Vous allez l'amener où? Personnellement, je ne sais pas non plus. Là, vous avez construit des petits supermarchés. Le cimetière de Kassavubu, sur Sayo. Ce n'est pas de construire cette mémoire collective. C'est pourquoi tu sais qu'il est au pouvoir. C'est pourquoi nous les combattons. C'est pourquoi je suis dans la joie, parce qu'il touche à sa fin. Parlons un peu de la fin, comme vous dites, parce qu'il y a les dialogues qui arrivent. On a vu que le président était encore une fois à l'Angola, en présence de ses homologues et des anciens présidents, où le mandat a été donné finalement à Luanda de consulter les parties prenantes. La question que je vais vous poser à vous, quel est l'impact de ces dialogues-là? Qu'est-ce que le dialogue va vraiment venir résoudre? Quand on sait qu'en 2001, on a fait le plus grand dialogue qu'il y a eu, pendant le Kabila, on a fait des concertations, on a fait des dialogues nationaux, mais on en est encore là aujourd'hui avec une crise sécuritaire majeure. Qu'est-ce que le dialogue va-t-il changer? On est là parce que l'homme politique congolais n'est pas respectueux de principe. Dans sa généralité. Je dis l'homme politique congolais. Okay. Si on avait pris soin de respecter nos lois, le principe établi, décidé par nous-mêmes, on n'allait pas avoir besoin de multiples dialogues. On n'allait pas avoir des crises inutiles. Comme tout le monde veut être fort et détruire l'État, c'est pour cela que nous sommes là. Dans un État normal où il y a les lois, pourquoi on parlerait d'un dialogue? Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui estiment être plus puissants que l'État. Il y a des gens qui pensent que les lois... Ici au Congo, les gens ne violent pas la loi. Les gens ignorent la loi. Les gens ne violent pas. Parce que lorsqu'une personne pense être au-dessus de la loi, là, ce n'est plus la loi n'est plus violée, c'est ignorer carrément la loi. Et la capacité de sanctionner fait défaut. Notre capacité de sanction est tellement faible. Les gens, même les Koulous n'ont pas peur d'aller en prison. Un Koulou n'a arrêté, il dit il part se reposer. Donc notre capacité de sanction, à sanctionner est tellement faible. Ça c'est un de deux. Dans un État comme le nôtre, il n'y a que les dialogues qui peuvent nous aider. Parce que l'acteur politique a montré ses limites. Je vous prends un cas. Les dialogues de Sun City nous avaient aidés ici. Nous avons résolu une grande crise. Le pays était presque balkanisé. Mais regardez les acteurs de la crise actuelle. Ne sont-ils pas les mêmes? Si, ils sont les mêmes. D'où ma question, justement. Mais justement. D'où ma question. Or, à Sun City, nous avons tous dit, personne n'a le droit de faire revendiquer, quelle que soit la taille de ces revendications, en prenant les armes. Mais nous sommes 25 quasiment trait pour trait. Donc nous sommes... D'ailleurs, on a reculé encore. Mais pourquoi cela? Parce qu'on n'a pas sanctionné ce qui s'était... En fait, nous avons donné même du crédit aux criminels d'hier. Notamment la Kabylie que vous soutenez. Non, pas la Kabylie, simplement, il y a Jean-Pierre Bemba qui est ministre. S'il n'avait pas pris les armes, on parlerait pas. Avant d'être ministre, il a été candidat président. Avant d'être candidat président, il était rebelle. Oui, ça veut dire que c'est pas le régime de Tshisekedi qui l'est blanchi. C'est Sun City qui lui a donné cette réinsertion. C'est ça le problème. Quand on laisse les politiques gérer et chercher à résoudre des crises, au lieu de laisser la justice, c'est ça le problème. Mais ça, moi, je vous dis juste que ça vient de 2001. Ce n'est pas ça le... Déjà, si en 2001... Parce que si vous dites non, mais pardon, si en 2001, on avait installé... on avait fait la justice transitionnelle, on n'en serait pas là. La déstabilisation du Congo ne date pas de 2001. Bon, je parlais du cas de rebelles. Moi, j'étais en train de citer ceux qui ont participé. Ouais. Même Mobutu a participé. Bien sûr. Mobutu, surtout la crise sécuritaire a commencé avec Mobutu. Il a accepté l'inacceptable parce qu'il voulait protéger son régime par la France. Alors que la France disputait le contrôle de la sous-région avec la Grande-Bretagne appuyée par les États-Unis.
Et ils ont permis l'opération. Il a créé un corridor inutile. Ouais. Et aujourd'hui, nous payons le prix. Paix à son âme, mais nous payons le prix. Donc, moi, je connais les acteurs. Je ne veux pas aller périodiquement, j'ai dit, les acteurs politiques congolais, le peuple congolais, tous ensemble, nous avons, à un moment de notre histoire, décidé de détruire notre propre pays. C'est ça le vrai problème. Maintenant que ces acteurs, comme vous le dites, ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas partis. Ils sont aujourd'hui au premier rang de la même crise qu'ils devraient résoudre. Parce que le peuple est distrait. Oui, le peuple est distrait, on est d'accord. Mais les acteurs n'ont pas changé. À quoi ça sert de dialoguer? Savez-vous pourquoi on nous maintient dans la pauvreté? On nous maintient dans la pauvreté. On nous maintient. Cette pauvreté est voulue. Toutes ces difficultés que nous vivons aussi est définie dans les officines. Parce que lorsque le problème, le besoin élémentaire ne sont pas résolus, vous ne pouvez pas bien réfléchir. On ne sera pas revendiqué parce qu'on nous maintient à un niveau. Et c'est résolu, c'est voulu. C'est pourquoi l'acteur politique crée des problèmes et tente de les résoudre afin de s'ouvrir encore des corridors et être au pouvoir. Je vous prends un cas. Donc la crise est devenue une pratique politique. C'est pourquoi ces derniers temps, j'ai dit aux Congolais, sous aucune raison, sous prétexte d'aucune crise, vous pouvez laisser les dirigeants violer vos droits et libertés. Parce que si vous laissez les dirigeants marcher sur vos droits et libertés, sous prétexte d'une crise, ils vont créer des crises pour continuer de violer vos droits et libertés. C'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe ici. On a dit, Tshisekedi, nous sommes pendant une crise, il faut lui laisser. Et il est en train... Vous avez du mal à l'appeler président. D'abord, mais il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Je ne vous l'interdis pas, mais bon. Il n'est pas né président. Il est né Félix Antoine Tshisekedi. Je suis d'accord, mais il représente une institution aussi. Mais c'est pas grave, allez-y. L'invective est interdite, mais bon, c'est son nom, allez-y. Au jour d'aujourd'hui, le dialogue se présente comme l'unique et l'ultime solution aux multiples crises dont nous faisons face. Je veux vraiment que vous développez sur ces... Mais je ne veux pas que ça soit un dialogue où les gens vont aller discuter et finir par partager le pouvoir, après revenir encore dans des crises. Non, monsieur Marley, une seconde. Quand vous dites ça, quand vous dites que vous ne voulez pas du partage de pouvoir au dialogue, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les responsabilités, pour qu'on applique... Moi, je ne peux pas troubler l'ordre constitutionnellement établi. Moi, d'ailleurs, si ça dépendait de moi, et surtout que tu sais qu'il est tellement capricieux, il se comporte un enfant gâté. Moi, pour moi, si l'opposition m'écoutait, il faut laisser Tshisekedi dialoguer même avec Gilles Monieri. Il faut lui laisser. Mais c'est pas ça un dialogue. Mais parce que il est parti au conflit, mais il veut se comporter comme un président d'une fédération de football. C'est lui qui va définir les règles du jeu. Mais il doit définir les règles du jeu parce qu'il est président de la République. Il est président de la République devant la Constitution. C'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions. J'ai été déçu par Prof Mbata et Paul Tshilumbu. Non, le dialogue. Quelle est la disposition qui institue le dialogue dans notre Constitution? Le dialogue fait partie de notre culture. Ce n'est pas constitutionnel. Donc tu sais qu'il ne peut ou ne pas le convoquer. Parce que lui doit utiliser que le prérogative constitutionnellement lui confié. Le dialogue n'est pas constitutionnel. Parmi les prérogatives, il y a le bon fonctionnement des institutions. Donc il est garant. Donc il est surveillant. Ben oui. De par l'article 69, tu sais qu'il n'est pas le garant de la nation. Le garant, le mot, cette phrase existait dans la Constitution de 1988. Donc, dans cette Constitution, il n'y a aucun garant de la nation. Non, le chef de l'État, il est l'arbitre. Il juge par son arbitrage. Ce sont des termes retenus dans la Constitution, dans son article 69. C'est pourquoi il convoque les réunions interinstitutionnelles. Il n'est pas le garant. La République n'est pas sa maison pour être garant, cher frère. Tu sais qu'il dit qu'il va dialoguer avec ceux qui n'ont pas pris les armes. Mais son entourage, il y a des gens qui ont pris les armes.
Vous voulez parler de quoi Le porte-parole de l'armée nous a informé que ceux qui financent et organisent Mobono sont où? Dans l'entourage du président. Dans l'entourage du président. Le porte-parole de l'armée l'a dit. Il a même menacé la République en disant, quand nous allons prendre nos responsabilités dans l'armée, nous n'allons pas utiliser le stylo. Vous comprenez la suite de ce qu'il avait voulu dire. Donc, c'est l'entourage du président qui a facilité la mort de 5000 Congolais à Kwamutu, de 250 000 déplacés. Alors quand le président dit il ne va pas dialoguer avec ceux qui ont pris les armes, est-ce qu'il s'agit de son entourage ou ceux qui sont à Goma? Il parle de ceux qui sont à Goma. Donc son entourage peut tuer. Et si s'avère que la justice établit des responsabilités, dans le sens où vous le dites, ils vont pas dialoguer, ils vont être insérés sur la liste de ceux qui ne sont pas compétents. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Tshisekedi. C'est la grande Miouette qui nous informe de la gravité de la chose. Vous l'en mais il y a que cela veut dire quoi? Il y a que la justice qui peut établir la culpabilité de quelqu'un. Non. Mais bien sûr. Attends. Dans un état de droit, il n'y a que la justice qui peut dire. Kabila est qualifié de rebelle sans que sa culpabilité soit établie. Nous avons Il a été condamné. Condamné. Il a une condamnation. Condamné par qui? Par la justice congolaise. Quelle justice? Allez. Vous avez vraiment... C'est du deux poids, deux mesures. Vous, jeunes, élites, vous avez vraiment... C'est du deux poids, deux mesures. Vous avez vraiment le courage de qualifier. Si vous ne croyez plus à la justice, vous ne croyez plus... Est-ce qu'elle existe d'abord? Mais vous croyez à quoi, M. Marley? Mais d'abord, est-ce qu'elle existe? Vous croyez à quoi, finalement? Quand je vois Kamizé le pour vous, la République, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la République? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la jungle. Hein. Nous sommes dans une fosse sceptique. Fosse sceptique? Nous sommes dans une fosse sceptique où la force du progrès récolte aussi les taxes et les patentes ici. Dans une république, dans un état, c'est imaginable, c'est infaisable. Non? Si c'est faisable ici, c'est que nous sommes dans... Mais ils sont traqués aussi. Ils sont traqués. Il y a eu un procès contre eux. Certains sont en prison. Moi, j'ai des entrées à la prison de Marais. Ils sont dans quel pavillon? Mais ils sont en prison. Vous dites que nous sommes dans un état de droit où la justice vit réellement. Où est Constant Moutamba? Il est incarcéré. Où? Je ne sais pas, on n'a pas donné sa position. Il est ici, au quartier Gébert. Moutamba n'est pas en prison. Il est ici. Il est logé quelque part ici. Or, en réalité, les Nathanaël, les Chadari, les Minaku, les paroles Kamizelo, elles ne devaient pas être en prison si le droit était dit. Parce qu'en réalité, ils sont tous présumés. Ils devaient être dans des maisons d'arrêt, par défaut, peut-être dans leur résidence, et venir répondre. Celui qui est condamné définitivement, c'est celui-là qui devait être en prison, mais il est logé quelque part. Si je pose la question... Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Je vous dis, il est ici. Moutamba est logé quelque part. Mais, si je suis dans le faux, dans la théorie de l'art contraire, c'est que la vérité est quelque part. Bien sûr. Qu'on nous autorise d'aller vérifier aller fouiller le pavillon en prison. Je vous le dis parce que j'ai des entrées dans cette prison. Donc, un condamné définitivement, avec irrévocabilité, l'État le protège. Quand on te qualifie, quand on te condamne, ça dit on te qualifie d'un criminel. Donc l'État protège un criminel. Il a été ministre de la Justice. Ça fait quoi? Ça n'était pas n'importe qui non plus. Donc un ministre peut commettre des infractions, être condamné, et puis l'État doit s'organiser pour le loger quelque part. Quand je dis nous sommes dans une fosse sceptique, vous dites non. Ça, c'est quel principe de droit? Revenons au dialogue. Le dialogue. Oui. Tu sais qu'il refuse le dialogue. Tu sais qu'il ne refuse pas le dialogue. Mais tu sais qu'il refuse d'être en face de la vérité. Parce qu'en fait, le version M23 actuel, tu sais qu'il a 50% de responsabilité. Comment ça, 54% de responsabilité? Mais il les a reçus pendant 14 mois à Kinshasa. Mais c'était des bonnes fois. Vous n'allez pas lui reprocher d'avoir voulu faire la paix. Donc la paix. Oui. La M23 est vraie où? Lorsque tu sais qu'il est arrivé au pouvoir. Ils étaient toujours là. Ils étaient dans les poches de sécurité. Non. Un peu partout, ils étaient toujours là. Je parle pas. C'est vrai qu'ils n'avaient pas occupé des territoires. Je ne parle pas de groupes armés. Je parle d'un mouvement rebelle.
Ils étaient à Entebbe, en Ouganda. Entebbe, c'est pas au Congo. En Ouganda. C'est Tshisekedi qui est allé les chercher là-bas en Ouganda. S'ils étaient peut-être à Tchanzu, à Minembwe, à Sake, on allait dire peut-être le président avait peur un jour qu'il puisse reprendre armes. Mais ils étaient en Ouganda. Le président a déjà opiné sur cette histoire. Non, on ne peut pas oublier. Il a dit que ce n'était pas sous son initiative. Il n'a jamais accepté ses responsabilités. Le ministre de l'Intérieur. Le bien avec Tshisekedi, c'est qu'il n'a jamais... Le ministre de l'Intérieur. Non, le bien fait de Félix Tshisekedi... Mais vous ne pouvez pas lui imputer des responsabilités qu'il ne reconnaît pas. Le bien fait, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il n'a jamais porté ses responsabilités. Mais c'est une responsabilité qu'il ne reconnaît pas, vous ne pouvez pas lui... Non, qui est le chef de ce ministre? Qui est le chef de l'exécutif? Pourquoi Tshisekedi devait être l'homme le plus informé de nous tous? Les gens, lorsqu'ils chantent ça pendant 14 mois, ils disent c'est pas lui. Et c'est sérieux. Comment vous voulez que les autres nous prennent au sérieux? Toute action posée par un ministre doit être débattue au préalable au conseil de ministres. Qui préside le conseil de ministres? Le président. Son problème, c'est que le roi n'a jamais eu tort. Mais qu'est-ce qu'il a fait du mal en voulant réconcilier les Congolais, aller chercher la solution à la crise, à la source? Laisse-moi avancer. D'abord, la source de cette crise, ce n'est pas l'M23. Chronologiquement, ce n'est pas l'M23. Tshisekedi est allé chercher l'M23 à Entebbe, en Ouganda. Il les a amenés ici. Logés pendant 14 mois. Ils ont discuté pendant 14 mois. Qui connaît la teneur de leur discussion? On doit savoir ça. C'est ce que Tshisekedi évite. C'est pourquoi il ne veut pas de ces dialogues. Parce que nous allons lui poser des questions. C'est ça les causes profondes. Deuxième élément. Tshisekedi est allé libérer les Biamou et autres ici à Kinshasa. Savez-vous que tous ces gens-là étaient arrêtés sous Kabila? Tous les généraux qui commandent l'M23, ils étaient arrêtés ici, à Ndolo. Au mois d'août 2019, je vous fais la chronologie. Sur par la lettre de Claude Ibalanki, saisissant l'auditeur supérieur de l'armée, pas de loi d'amnistie, pas d'ordonnance portant grâce présidentielle, ces gens ont été libérés. Pas de mécanisme de contrôle, ils se retrouvent aujourd'hui à Goma en nous faisant la guerre. On doit poser la question à Tshisekedi. Parce qu'il y avait une discussion, effectivement. Mais nous, il y avait un processus de... Monsieur, vous êtes dans le droit de douter parce que vous êtes journaliste. Oui. Mais est-ce que la redevabilité? Dès lors que ces gens ont repris les armes, Tshisekedi devait nous dire c'était quoi l'objet de leur discussion. Pourquoi il ne le dit pas, mais il nous demande de condamner? Pourquoi? Pourquoi lui n'est pas redevable? Il y a des rapports, des mécanismes de suivi qui établissent les accords qu'on a fait. Savez-vous que Tshisekedi, avant de changer la majorité, il avait mandaté Biselele, père son âme Tété Kabwe, au mois de juillet 2020, aller demander la position de Kagame? Biselele Comment ça, la position de Kagame? Mais c'est la faute à la presse. Quand nous citons les gens, allez l'interviewer, Biselele vivant. On va chercher. Quand Biselele vous parlez de Kagame... Comment ça, la position de Kagame? J'ai pas compris. Mais c'est ça l'une des causes profondes. Nous allons poser la question. Tshisekedi n'a pas peur du dialogue. Tshisekedi a peur d'affronter la vérité. C'est ça tout le problème. Alors, pour ne pas se montrer faible, il s'est fait capricier subitement. On va poser la question à Tshisekedi. Qui avait autorisé le Rwanda Air à survoler le ciel congolais? C'est une compagnie aérienne. Mais sous Kabila, le Rwandais national, le Rwanda Air n'a jamais survolé le Congo. Mais je ne comprends pas cette comparaison. Que le Rwanda Air fonctionne au Congo, ça veut dire quoi? Quand est-ce que Tshisekedi a su que Kagame a déstabilisé le Congo? Avant d'être au pouvoir ou pendant qu'il était au pouvoir? Non, il le savait depuis. Mais pardon, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit clairement qu'il ne comprend pas pourquoi on doit se faire la guerre, on doit continuer à se faire la guerre, alors qu'on a la possibilité de parler. On a pris un pasteur, on ne va pas. On a pris un apôtre, on a pris un apôtre. Ça, ce n'est pas juste. On ne va pas en vouloir au président de la République d'avoir la bonne volonté de vouloir la paix. Je vais parler comme... C'est la mauvaise foi de Kagame qui lui a tourné le dos. Je vais parler comme un diplomate. Allez-y, parlez comme un diplomate. Donc, vous êtes allé chercher un apôtre dans une église, je ne sais pas si c'est Philadelphie ou quoi, lui confier la République. Non, la bonne foi. La politique internationale n'est pas basée sur la bonne foi.
Donc, je vous relance avec une petite question. Quand dans les années 2000, Poutine demandait d'entrer à l'Union européenne, quand il demandait aux Américains de faire la paix, de discuter, ce ne sont que des langages. C'était mauvais. Attends, c'était mal. Ce ne sont que Est-ce qu'on doit lui reprocher ça? Frère, ce ne sont que des langages. Parce que quand vous regardez, le comportement les comportements de la Russie et des États-Unis, vous allez comprendre que c'est différent de ce qu'ils disent. La diplomatie que Tshisekedi a utilisée, ça s'appelle la diplomatie idéaliste. Cette diplomatie avait pris fin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette diplomatie avait permis au président américain Wilson Woodrow en 1918 de créer la Société des Nations, de mettre fin à la diplomatie secrète, tout ça avec les 14 points permettant la création des Sociétés des Nations. Parce que c'était l'institution que l'ONU a remplacée. Bien sûr. Savez-vous le précurseur? C'est Machiavel. Lorsque Machiavel était conseiller en Florence, il pensait que par le dialogue, par la bonne foi, par des relations, on pouvait vivre en paix. C'est là que Machiavel a écrit Le Prince. Le Prince part de la rise. Mais le monde a fonctionné comme ça presque un siècle. Non, mais de 1918 jusqu'à peut-être... Oui, jusqu'à 1945. Bah, parce que l'objectif était pour pérenniser cette institution. Alors qu'ils avaient tous compris après, c'était une erreur. En réalité, ce qui anime la vie des États au niveau international, ce n'est que les intérêts. Je suis d'accord. Et le conflit est inhérent à ce niveau-là. Mais moi, je vous pose une question. Donc, tu sais qu'il ne peut pas dire. Je vous pose une question avant que vous ne répondiez. Vous êtes Tshisekedi. Vous êtes devenu président de la République en 2019. Vous êtes dans une situation où nous n'avons pas la possibilité militairement d'engager une guerre. Nous n'avons pas la possibilité économiquement de supporter une guerre. On a un potentiel conflit avec les voisins comme le Rwanda. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Très belle question. Oui. Qui vous a dit qu'on était faible militairement? Parce que la même armée avait... Tous les rapports le disent. Non. La même armée avait défait le M23 avec Mamadou Ndala. On sait qu'en 2012... on sait ce qui s'est passé un peu plus en 2012. Soit vous voulez... Non. On sait un peu plus ce qui s'est passé en 2012. Il ne faut pas suivre le mensonge des lits de presse. Non, il y a pas ce qui s'était passé en 2000... Il y a eu de l'apport diplomatique aussi. Non. Je néglige pas les opérations sur terre. Je peux vous envoyer les rapports des Nations, du Conseil des experts des Nations Unies de 2012. Où on vous cite même le rôle qu'avait joué l'IDPS pour déstabiliser la République. Ah bon? Un rapport de 117 pages. Un rapport de 117 pages. Vous allez trouver les noms de John Chibangu, Roger Lumbala et autres. Un rapport, j'en ai dans mon téléphone. Un rapport de 117 pages. Je vous dis, un rapport existe sur les activités du M23 de 2012 en 2013. Parce que vous avez voulu parler du rapport. Il n'y a jamais eu un accord entre le M23 et le Congo en 2013. Je suis d'accord. L'accord, c'est plutôt... Il y a eu quand même des discussions. Il y a eu des discussions. Raymond Chibanda à l'époque, c'est... Non, le Raymond Chibanda, c'était en 2009. Oui, l'accord du 23 mars. En 2013, il n'y a eu rien. Mais il y a eu des cahiers de charges. Chacun peut taper sur son Google. Son compte Google, l'accord de Nairobi de décembre 2013. On va vous présenter des cahiers de charges. Ça n'a pas été signé. Pas des accords. Il n'y a aucun accord entre l'M23 et Kabila. Ni avec le régime passé. Un gros mensonge. Deuxième gros mensonge. Savez-vous que l'IDPS a pris part dans toutes les rébellions? L'IDPS n'a jamais été dans la rébellion. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande... C'est vous qui voulez déformer l'histoire. Je vous demande de recevoir M. Albert Moulek, l'ancien directeur des cabinets de Etienne Tshisekedi Luamolo. D'ailleurs, moi, j'hésitais à le dire. Lui, il l'a dit publiquement sur le plateau de Peter Chan. Il dit, il y a des questions que je vais mourir avec. Et tant qu'homme d'État, j'ai été directeur des cabinets pendant 15 ans. Etienne Tshisekedi. Il est vivant. Savez-vous que l'IDPS avait travaillé avec l'AFDEL?
C'était contre Mobutu. Ça, je peux le comprendre. Ah, contre Mobutu, donc vous voulez me dire ici, comme moi je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi, je peux travailler avec le 23. Non, aujourd'hui... Mais c'est ça le gros, c'est pourquoi je vous ai dit, chronologiquement, le problème c'est nous-mêmes. Et la crise n'est pas le même. Il n'y a pas de contexte quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de contexte. Savez-vous qu'Etienne Tshisekedi avait publié un gouvernement? Nous sommes au mois d'avril 1997. Le Katanga vient de basculer entre les mains de l'AFDEL. Tshisekedi Etienne publie un gouvernement en laissant 6 postes vides. On lui pose la question, il dit, c'est pour nos amis qui sont en train de venir. Qui peut le faire aujourd'hui? Il sera qualifié de traître. Le contexte n'est pas le même du tout. Il n'y a pas de contexte. En 1997, le pouvoir de Mobutu. Je ne justifie rien, mais... Bon, savez-vous que Etienne Tshisekedi avait appelé l'armée nationale de ne pas combattre l'AFDEL? Ce que je dis, le contexte n'était pas le même. C'est pas comparable. Le problème avec nous, c'est que... Aujourd'hui, Tshisekedi est élu, il a un mandat en cours qui est légal et légitime. Qui vous a dit que Tshisekedi a été élu? On va pas tout remettre, on va pas remettre toutes les évidences en question non plus, M. Marley. Mais bon, avançons. Si cette question de crise, ouais, la crise, elle est multidimensionnelle. Mais la plus grande, c'est la crise de légitimité. Et même le préambule de notre constitution. Qui était censé être résolu par le pacte républicain de 2001. Mais ici, un parti qui a combattu pour la démocratie et l'état des droits, entre guillemets, ils ont pondu quoi en 2023? Moi, je pensais que l'IDPS allait mettre fin parce qu'ils ont combattu pour un état de droit. Ils allaient mettre fin à cette crise de légitimité en respectant le prescrit. Mais regarde comment ils ont marché sur l'article 58 de la loi électorale. Quelle est la loi qui avait autorisé Kadima Tshisekedi de nous donner les élections pendant 7 jours? Pendant que l'article 58 parle d'une journée. C'est ça tout le problème. Il y a crise, il y a arbitraire lorsque les lois sont ignorées. Ok? Quelle est la solution? La solution ici. Est-ce qu'il faut mettre les mêmes acteurs? La solution, il faut un régime. Pardon, est-ce qu'il faut mettre les mêmes acteurs qui n'ont pas su pendant 25 ans, 30 ans résoudre la problématique, le problème de fond? Ou est-ce qu'il faut arriver à un renouvellement? Malheureusement, je pensais que notre génération allait porter quelque chose, mais nous sommes encore une génération trop dangereuse. Vous donc? J'ai dit notre génération, on doit être sincère. Nous sommes une unique génération du monde qui se propose à la corruption. Nous sommes plus dangereux. Ça veut dire, au lieu d'apporter, parce qu'à chaque génération, un combat, bien sûr, on allait apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle touche. Mais malheureusement, nous sommes engloutis et nous sommes devenus trop dangereux que de personnes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Par exemple, moi je vais vous dire que vous aujourd'hui essayez de blanchir Kabila, essayez de de trouver en lui un modèle de gestion, un modèle de gouvernance. Savez-vous ça me surprend en tant que nouvelle génération. Savez-vous comment on devient victime? On peut ne pas être d'accord avec Tshisekedi, mais de là à être d'accord avec Kabila. Mais alors. Moi ça me surprend. Alors. Pourquoi vous restez dans de la comparaison entre parce que Tshisekedi a fait de Kabila son principal adversaire. Tshisekedi s'est transformé même au secrétaire national en charge de communication de Tshisekedi Kabila. Il ne peut pas prendre parole sans citer le nom de Kabila. Arrêtez. Mais ça, c'est leur problème à eux. Non! Moi, je parle de la République. À ce niveau-là, ils n'ont pas de problème privé. Non, je ne parle pas de problème privé. Ils se sont combattus pendant longtemps. Savez-vous pourquoi nous sommes là? Ils se sont combattus pendant longtemps. Savez-vous pourquoi nous sommes là? Pourquoi? Nous sommes là avec le M23 version actuelle parce que Tshisekedi a voulu dékabiliser la République. Ah. Donc, c'est légitime. Non. C'est légitime pour la Kabylie. Alors, attends. On vous met hors course, vous êtes frustré, vous allez prendre l'exemple pour la République. Quand vous voulez mettre fin à un système politiquement, le rapport de la politique, c'est un combat de coq. Le rapport de Fox est accepté. Mais allez. Laisse-moi, non. Parce que vous avez fini, mais vous êtes contradictoire. Vous venez tout à l'heure de condamner Etienne Tshisekedi d'avoir collaboré avec Kabila ne collabore pas. Attendez, avec FDL, alors que, encore que, là, le pouvoir de Mobutu était devenu totalement illégitime. Mais aujourd'hui, vous acceptez que Kabila, puisqu'il est frustré, collabore. Attends. Pour qu'il y ait infraction, il faut 3 éléments. Élément moral, matériel et légal. Non, moi je ne suis même pas... Est-ce que Kabila, parce que Kabila était à Goma,
les 3 éléments sont réunis pour qu'ils soient qualifiés. Moi, je ne sais même pas ce C'est très- niveau-là. C'est vous Non, qui ça avez veut dit dire- ça veut dire que- c'est vous qui avez Moi, dit que la version M23 aujourd'hui C'est- tient sa source du déboulement. Mais voulez le dire. j'ai dit de la décabilisation de la République. Ouais, de la décabilisation de la République. Ça veut dire que vous faites un lien Mais entre l'M23 et laisse-moi, la câbilisation. sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi Allez-y. j'ai dit ça. Allez-y, développez. Tu sais que dit, par souci de décabiliser la République, il est allé s'approcher aux ennemis de la République. Museveni, Kagame, il est allé même chercher le M23 en poussant les pions plus loin, en libérant des criminels de guerre ici à Dole. Tout ça pour... Est-ce que savez-vous que le M23, tu sais qu'il et ses hommes, ils avaient amené le M23 jusqu'à Kassangou, là où on forme nos policiers. C'était quoi l'idée? Là où on forme les militaires et les policiers dans un état, ce sont des zones stratégiques. C'était quoi l'idée? En les amenant à Kassangoulou, dans le centre de la police, c'était quoi l'idée? Tout ça pourquoi? Quand vous faites, quand vous rebobinez votre mémoire, vous allez voir qu'en 2020, entre 2020 et 2021, pendant que ces débats prenaient corps, l'IDPS disait une seule chose. Kabila avait fait un coup d'État à Tshisekedi. Ils ont trouvé la Libye pour justifier leurs bêtises. Alors, si Kabila voulait faire un coup d'État à Tshisekedi en 2020, est-ce que cela justifie la présence de la délégation du M23 à Kassangoulou? Ils étaient allés faire quoi? Là, on forme le militaire et policier. Ils étaient allés faire quoi? On ne parle pas d'un restaurant, d'un hôtel, on ne parle pas d'une terrasse. On parle d'un centre de formation pour le policier, une zone stratégique du pays. Alors, c'est comme ça que je repose la question parce qu'on est en train de chuter. On va parler un peu de l'accord de Washington aussi. Les gens que vous décrivez comme ça, mettons-les dans la même moule, ils ont tous échoué. Pourquoi les mettre ensemble encore une fois vous allez amener, pour discuter? vous allez mettre ils vont discuter de quoi? C'est pourquoi. Ils vont discuter de C'est quoi? pourquoi la présence des évêques catholiques, pasteurs protestants devient indispensable pour créer cet équilibre. Ils vont faire quoi? Ils vont jouer quel rôle l'Église? L'Église a aussi un rôle social. L'Église représente aujourd'hui, surtout l'Église catholique, représente aujourd'hui 70% de la population congolaise. Qu'aucun parti politique ne représente. Bien sûr. Mais c'est au niveau de la foi. Il n'y a pas d'engagement politique de l'Église. Non. Même dans la Bible, il y a des gens qui ont fait la politique, les David, les Moïse. Ouais, ce n'est pas interdit. Moi j'écoute beaucoup cet argument-là quand on parle de la politique. Non. Beaucoup de gens sont catholiques, mais ne sont pas d'accord avec le cardinal non plus. C'est ça. Avec Monseigneur non plus sur les opinions politiques. C'est ça la vitalité démocratique. Bah voilà. Est-ce qu'on leur oblige d'être d'accord? Non. Alors pourquoi ces chiffres-là, qu'est-ce que ces chiffres-là viennent faire dans un argument politique? Je parle de la société civile. Parce qu'on ne peut pas laisser le politique aller discuter entre eux. Il faut créer de l'équilibre. Et cet équilibre va être créé par une société civile responsable. C'est ça le rôle que doivent jouer les églises pendant ces dialogues. Donc, la présence de l'ECC et de l'église catholique est indispensable. Parce que vous venez d'écrire comment on va laisser les mêmes acteurs discuter, tenter de résoudre la crise qu'eux-mêmes ont créée. C'est pourquoi on doit créer un élément qui va jouer à l'équilibre. C'est l'église. Parce qu'aujourd'hui, les ONG des droits de l'homme, les Kapiamba et le reste, et les autres, ils n'existent quasiment plus. Hein. Le vieux Molopoué, Paul Sapou, qui est aujourd'hui président de notre Conseil national aux droits de l'homme. Oui. Il est inexistant. Donc, c'est l'église qui peut jouer l'équilibre. Mais les dialogues. Aujourd'hui, l'église s'est décrédibilisée aussi. Quand vous écoutez les propos de Monseigneur Cholet, quand vous écoutez qu'est-ce que Cholet a dit du mal? Les propos de l'évêque de Lubumbashi. Fulgence Moutéba. Sur l'accord de Washington. Qu'est-ce que Cholet a dit de mal? Je vois tout le monde parler. Mais quand par exemple, Monseigneur Cholet compare les M23, les forces des M23 aux forces régulières de la République, moi, je trouvais que ce n'était pas correct. Moi, j'ai dit bravo à Cholet. Quand il met sur le même pied d'égalité le M23 il n'a pas mis sur le même pied d'égalité l'armée nationale
et le M23. Parce que les rapports... C'est ça sortir le propos de Cholet dans le contexte. Cholet dit ceci. Si le M23 tue, Kinshasa aussi tue. Est-ce que c'est Cholet qui l'a dit ou l'armée l'a dit aussi? Quand l'armée vous dit, quand le FARDC nous dit, ceux qui organisent et financent les Mobondo sont dans l'entourage du président. C'est Kinshasa, non? Est-ce que Cholet, qu'est-ce que Cholet a inventé? Pourquoi ils n'arrivent pas, à condamner le Rwanda, par exemple, l'Église catholique aujourd'hui? Est-ce que le travail... Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ceux qui demandent à nous autres de condamner le Rwanda insultent Félix Tshisekedi. Comment ça? Mais Tshisekedi, quand il prend parole, il le prend au nom de qui? Du peuple congolais. Alors, s'il a déjà condamné, pourquoi moi je dois condamner? Quand Félix Tshisekedi prend parole... Vous avez opinion sur lui? Quand le président de la République... Vous êtes des hommes publics. Quand le président de la République prend parole, il le prend au nom de tous. Bien sûr. Il ne le prend pas au nom de sa famille, de sa femme, de son entourage. Alors lui, il a déjà condamné. Plutôt s'ils étaient intelligents, ils allaient nous demander d'appuyer les actions, les politiques mises en place pour mettre fin à la crise. Mais c'est ça qu'ils mais ils nous demandent... Ça passe notamment par la clarté de position des uns et des autres. Et nous demandent de condamner. Bah oui. Mais nous ne devons pas condamner, le papa l'a déjà fait pour nous. Oui, mais l'enfant doit montrer le soutien. Mais le soutien ne peut pas, ce n'est pas condamner. Assumer la position du papa, mais assumer la position du papa. On nous demande de condamner. Si la personne qui avait invité des criminels est dans la maison, on fait comment? Je condamne les criminels parce qu'il a cassé la porte de notre maison, mais je laisse celui qui l'avait amené dans la maison. On a presque fini. Cholet a dit la vérité. Ce que Cholet a dit, moi je l'appuie. Oh, tu sais que dit? Ce qui était face à Kagame. La délégation congolaise était face à la délégation rwandaise à Washington. Qu'on ouvre l'accord, qu'on nous montre où le Rwanda est pointé comme responsable. Ils étaient là, incapables de condamner le Rwanda. Il existe une résolution qui le dit clairement. La résolution, ce n'est pas nous. Si la résolution l'a fait, mais taisons-nous. Pourquoi on demande, on veut que nous puissions condamner pendant que la résolution a résolu le problème? À propos de l'accord de Washington. L'accord de Washington. Oui. Parlons-en un peu plus Cet accord cristallise la balkanisation et la vente de la République. Mais comment ça? Comment on peut prendre un agresseur de plus de 30 ans pour une victime? Comment c'est une victime? Mais quand vous lisez la page 3 de cet accord, premier élément, on dit, pour que le Rwanda, d'abord le Congo doit respecter la souveraineté du Rwanda en neutralisant le FDL et le Rwanda va lever ses mesures défensives. Nous avons déjà violé la souveraineté du Rwanda. Non. Parmi les 9 pays, parmi les 9 pays voisins, nous avons déjà violé, nous, Congo, la souveraineté de quel pays? De quel voisin? Donc, mais comment on a accepté une telle chose? C'est préventif. Préventif? Bah oui, on est dans un cadre d'accord. Ça veut dire qu'on nous interdit d'atteindre... Si dans le cadre d'un accord, on peut accepter cela, pourquoi nous demander de condamner? Cette condamnation va changer quoi dans cet accord? Deuxième élément. Un accord a des annexes. Pourquoi quand on parle des annexes, il faut même le membre du gouvernement se transformer aux impolis nationaux? Même le membre du gouvernement commence à insulter. L'accord, ce n'est pas l'accord de Tshisekedi, ni de la famille de Mouyaya. C'est l'accord qui concerne plus de 100 millions d'individus. Bien sûr, ça nous engage tous. Qu'on nous publie ces annexes, je vous dis, le jour où ils vont publier les annexes, si le peuple congolais est encore peuple, avec dignité, les gens vont traverser ici. Vous avez lu les annexes? Moi, je ne peux pas le publier. Pourquoi? Je sais pourquoi. Comme nous sommes dans une fosse sceptique, si je publie, on va me prendre comme un vulgaire Fander dos sous le riz de Kinshasa. Vous avez peur pour vous? Je n'ai pas peur, mais j'ai dit, s'ils sont responsables, ce sont eux qui sont allés nous engager. S'ils sont responsables, s'ils ont encore de la dignité pour eux-mêmes, la fierté pour leur famille, qui publient les annexes.
Si tous les membres du gouvernement, tous les membres composant l'Union sacrée, s'ils ont encore de la fierté pour leur famille, s'ils sont dignes d'être respectés, qu'ils publient les annexes de l'accord. Nous ne le disons pas par hasard. Où sont les annexes? Parce que là où on va détailler comment est l'exploitation, pour combien de temps, la durée, la quantité, on veut savoir. Vous pensez qu'on a vendu comme ça le pays? Je ne pense rien. Je leur demande s'ils sont encore dignes d'être appelés autorités. S'ils pensent qu'ils ont de la fierté, ils méritent respect. Ils n'ont qu'à publier les annexes. C'est sur base de ces annexes-là que l'évêque Mouteba avait pris parole, vous pensez? Mais si l'évêque Mouteba mentit sous le 99 ans, c'est faux, non? Dans la théorie de l'acte contraire, que nous montre le vrai. Ce n'est pas venir dire, mais c'est Elie a menti. Oui, mais c'est quoi la vérité? Mais est-ce que vous pensez que ces accords économiques vont marcher? D'abord, est-ce qu'ils vont apporter la paix? D'abord, le Congo n'a plus de mines. Je ne parle pas des minéraux. Le Congo n'a plus de mines. On a tout donné à qui? Ce que qui? tu serais dit de faire là, on est là, on regarde. On a tout donné à qui? 98% des mines congolais ont été déjà liquidées. À qui, justement? Mais tous ces gens de ces régimes, tous les membres ici ont des carrés miniers. Moi, j'ai fait le Walaba, j'ai fait le Bumbashi. Ils ont tous des carrés miniers, même des généraux. Mais la République va les reprendre, hein? C'est pas eux non plus. Mais il faut commencer par là avant d'aller signer des accords. Il fallait commencer par là. Le Congo a demandé, que la presse demande au ministre des Mines de publier la cartographie réelle des mines. Il n'y a plus de mines. Je ne parle pas de minerais. Les minerais sont là. Mais de mines, hein, le mine, c'est pourquoi ils avaient tenté de récupérer le mine entre les mains des exploitants artisanaux. Ils avaient tenté ce coup. Mais ça, c'est nouveau du Katanga. Mais le minerai rare, la majorité, c'est où? C'est dans les zones occupées, non? Comment ils vont aller exploiter? Bah, les Américains vont aider, ils vont mettre la pression. Aujourd'hui, on sait que les sanctions se préparent, par exemple, contre les responsables, les hauts responsables de les sanctions de là. Ça va faire avancer les choses. C'est ça la beauté de la diplomatie. C'est ça la beauté de faire les relations internationales. Ces sanctions ne vont rien résoudre. Comment ça? Je vais vous rappeler l'histoire. Nanga n'est pas plus sanctionné que Mouzé et l'AFDEL. Mais le jour où Mouzé était arrivé avec l'AFDEL à Lubumbashi, le même pays, les mêmes entreprises venaient à Lubumbashi pour signer leur contrat d'exploitation. Les mêmes personnes qui étaient hier kilottées à sanctionner l'AFDEL, ils étaient à la recherche des contrats miniers. Un cas précis, un cas présent. L'actuel président de la Syrie, il a été déclaré comment il y a 2 ans? Il était terroriste. Par la même communauté internationale, par la même puissance. Il avait même mis une cagnotte sur ça. C'est l'unique personne de l'histoire de l'humanité où les États-Unis avaient misé plus de 500 millions de dollars. Ouais. C'est lui qui va l'amener vivant ou mort. Il suffit simplement que ça soit lui. Il aura 500 millions. Mais pour les intérêts des États-Unis, il est qui aujourd'hui? Président de la République, resté à la Maison Blanche. Il a été reçu, ouais. Ok? Il ne faut pas suivre ces sanctions. Pendant qu'ils sont en train de sanctionner les Nanga, pourquoi ils n'ont pas délogé leurs entreprises à Goma? Parce que Kinshasa parle de sanctions. Mais ces gens-là qui publient ces sanctions sont en train d'exploiter dans le mine de Rubaya, sont en train d'exploiter dans le montant de Tchanzu. Pourquoi ils ne délogent pas carrément les entreprises pour montrer qu'ils sont fatigués de cette guerre? Vous pensez que ça va se passer comment? Non. Vous pensez que les M23 vont arriver, vont avancer? Vous pensez que... qu'est-ce qui va se passer? L'euphorie est la fête pour Kinshasa, les mines et la risque pour les États-Unis. Point barre. Ok. Donc les États-Unis ne se préoccupent pas de ce qui va se passer. L'intérêt, c'est récupérer les mines, peu importe qui sera là. Les États-Unis a déjà restauré la paix dans quel pays? Ils ont occupé l'Afghanistan. Dans quel état ils ont laissé l'Afghanistan? Les talibans sont... L'Irak, la Libye, l'Haïti, le Moyen-Orient. Il y a quoi? Ils sont allés prendre Soumadouro. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quoi là-bas? On a terminé. Donc, nous devons d'abord... Ce n'est pas mal d'aller chercher le partenaire. Mais un pays déséquilibré à l'intérieur, il n'a rien à vendre à l'extérieur. Parce que la diplomatie, c'est un marché où on vend ce que vous avez à l'intérieur.
Et les Chinois dans tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on aura une confrontation sur cette histoire Mais de terrain entre les Américains je et vous les ai Chinois? dit déjà, en grosso modo, qu'on n'a pas de mines. Parce que, à part les entreprises que vous voyez, on a 50% de nos mines ont été cédées aux Chinois. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas, hein, les Chinois. Ils ne réagissent pas. Non, ils vont brander ces contrats. Ils ne réagissent pas. Et le droit international qui gouverne le monde va agir. Mais pourquoi on a été à Washington alors? Pourquoi toute la sympathie du président Trump vis-à-vis du président de la République? Pourquoi toute cette communication? C'est là que je parle de la prostitution diplomatique. Oh là là, les mots ont un sens, vous aussi, M. Marley. Mais c'est de la prostitution. Ne dites pas des choses comme ça. C'est pourquoi j'avais posé la question à Emmanuel Tchibam pendant un débat. C'est quoi la politique étrangère développée par Tshisekedi de l'UDPS pour parler de la démocratie? Parce que en fait, la politique étrangère, c'est la vision qu'a un État vis-à-vis du reste du monde. Effectivement. La compréhension qu'a un État du monde. Et à partir de là, vous allez définir votre politique extérieure. Savoir, nous allons aller dans quel bloc. Et quand vous regardez, c'est de la prostitution parce que le Congo aujourd'hui, nous sommes dans quel bloc diplomatique? Bah, on est un peu comme tout le monde, on est un peu comme l'Inde, on traite avec les autres. Non, traiter avec tout le monde. L'Inde est au BRICS, mais après il parle avec la France, il parle avec les États-Unis. Je ne parle pas de parler. Ce n'est pas ça la politique extérieure. On est non aligné, tout simplement. Voilà le problème, c'est ça la prostitution diplomatique. Non, c'est pas de la prostitution. C'est la prostitution. Il y a beaucoup de pays non alignés. Si vous me permettez, il y a beaucoup de pays non alignés. Ça dit, tu sais que dans le Congo, non. À d'autres cas, l'euro là, bana est fait. Non. Ah, Makasu Yango, il y a qu'un autre qui est l'Inde, c'est un pays non aligné. Vous êtes d'accord avec l'Inde est dans le BRICS. Ce n'est pas un pays non aligné. L'Inde a un bloc. Ça veut dire le rôle de bloc, c'est quoi? Il est en contrat commercial avec l'Europe. Le rôle de bloc, le rôle de bloc, c'est quoi? Ce n'est pas que l'Inde ne peut pas aller en contrat en partenariat commercial. Mais tout ce que l'Inde fait doit bénéficier aussi au BRICS. Pendant ce temps, si les États-Unis cherchent à s'attaquer à l'Inde, le pays membre composant le BRICS va s'opposer. Quand ils vont s'opposer, l'Inde sera protégée. Ok? Mais nous ne sommes pas protégés parce que nous ne sommes ni des BRICS, ni de l'OTAN, ni avec personne. On a fini, M. Marley. Ça s'appelle prostitution diplomatique. On a fini. La télé, c'est le temps. Juste une dernière question. Vous prenez 2 minutes justement pour votre dernier mot aussi. Vous avez décrit un tableau plutôt sombre de l'avenir de ce pays. Pourtant, vous tenez un mouvement que vous appelez mouvement de révolutionnaires congolais. Quel est votre rôle dans l'avenir qui arrive? Qu'est-ce que vous, qui représentez cette nouvelle génération, cette nouvelle jeunesse qui émerge, qu'est-ce que vous devriez faire? Non, avant de répondre à votre question, je ne pouvais pas finir cette émission sans parler de nos amis qui ont été enlevés carrément. Je ne vois pas en quoi les tweets de Nathaniel Okomba peuvent être criminalisés par rapport au dieu de Fils Moukoko. Quand Fils Moukoko prend parole il y a 3 mois à 10 ans, nous allons distribuer les armes et le peuple vit dans une insécurité grandissante. Alors qu'on distribue ce qu'on a, la même cyberdéfense regarde et n'agit pas. Or, le tweet de Nathanaël correspond exactement à la page 3 de l'accord de Washington. Parce que le roi Nathanaël s'est moqué. Comment on peut nous tuer pendant 30 ans et que le monde vient nous dire aujourd'hui que ce pays-là n'est pas criminel, que ce pays-là est innocent. C'est à nous de chasser l'FDLR. Est-ce que Nathanaël n'était pas dans le droit comme citoyen et s'inquiéter? Bien sûr. Nathanaël est qualifié d'un rebelle. Donc un rebelle sans armes, sans troupes, sans territoire conquis. Mais pendant ce temps, tu sais que ces hommes discutent à Doha avec le rebelle. Quel est le rôle? Posez-leur la question. Quel est le rôle que joue Nathanaël dans ce pourparlers comme les rebelles? Ça s'appelle arbitraire. Ça s'appelle, sauf dans l'autocratie, ça s'appelle tyrannie. C'est de la voyoutocratie au sommet de l'État. Camizelo arrêté. Déjà en droit pénal, dès lors que Camizelo avait dit qu'il avait passé 3 jours sans manger et que le pardon présenté par lui était forcé, obtenu sur base de menaces de mort,
avec une arme à feu, c'est une question liée à des besoins humanitaires. Le procès devait s'arrêter. C'est des preuves mal recueillies. Deuxième élément, on dit qu'il y a l'offense au chef de l'État. Est-ce que le chef se plaint? Parce que l'offense au chef de l'État n'est pas codifiée dans le code pénal. L'offense au chef de l'État existe dans une ordonnance, dans l'ordonnance du 16 décembre 1963. Terminé, parce qu'on a fait... Donc, vous arrêtez les gens en violation des lois. Parce qu'en fait, la manière dont ils avaient pris Nathanaël, ils avaient pris Papi Mawezi, ils avaient pris Dunia Akilanga, Shadar Emmanuel, Obem Minaku, Parole Kamizelo et les autres, c'est de la barbarie. La loi dit ceci. On ne parle même pas d'enlèvement ni d'arrêtement, on parle d'interpellation. Toute personne interpellée doit entrer en contact dans l'immédiat avec sa famille et son conseil. Le fait de prendre les individus, les garder en secret et les montrer que lorsqu'il y a pression, c'est très grave. Et j'ai dit à eux tous de ne pas avoir peur de Félix Tshisekedi. La tyrannie prendra fin. Je l'ai dit, hein, je suis clair. Moi, je ne vais pas fuir. Je n'irai ni en exil. Je serai ici. Lorsque la tyrannie prend pas, Tshisekedi fait tout ça pour nous faire peur. C'est-à-dire, il va dire, si tu me poses la question, on t'arrête. Kamizé le dit, le président n'est pas marié. Mais par l'article 40 de la Constitution, le mariage c'est un acte public, non? Pourquoi le président fait comme un secret? Donc le président est plus que la Constitution. Alors, un Américain avait qualifié Barack Obama d'un illettré, il n'a pas étudié. On l'avait arrêté. Là-bas, l'offense au chef d'État n'existait pas. Obama avait tout simplement brandi son diplôme. Pourquoi pour Tshisekedi doit arrêter et non brandir les certificats de mariage? On a terminé. Cette question, c'est très bonne. Oui. Nous allons vraiment l'accentuer jusqu'à ce que le président va brandir le certificat de son mariage. D'accord. Quel est votre rôle? Vraiment en une minute. Bon, nous pensons que d'abord, nous devons vivre dans un espace où les principes sont respectés, où les lois sont respectées, la redevabilité est là, et que le peuple jouit réellement de ce qui lui revient de droit. Vous voyez, par exemple, hier, ils sont allés déloger les gens. À Pakadjouma, c'est bien. On m'a volé mes matériels d'ailleurs. Est-ce que on ne pouvait pas interdire à l'ONATRA de jouir de son terrain. Mais est-ce que l'État pouvait mettre dans la rue 15 000, 7 000 personnes? Quand je vais faire encore une étude comparative ici, vous allez dire je défends Kabila. Sous Kabila, Kimbouta avait tenté de déloger ces gens-là. L'IDP s'était opposé, à leur remettant $500 à chacun et à leur attribuant un espace dans la commune de Lancélé, quartier Terre Jaune. Mais l'IDP s'était opposé en disant que Kabila fait déloger ces gens-là pour aller couvrir ces fausses communes à Maloukou et Ansel. Alors que les gens de Kimbouta disaient non, on veut réhabiliter la voie ferrée. Non, mais aujourd'hui, ils sont allés déloger. On a fini, M. Marley. Est-ce que savez-vous les conséquences? Et même, ils disent, hein, il y avait des Koulouna, il y avait des bandits, tout ça là. Or, au préalable, ils allaient d'abord identifier ces gens-là. Donc, il y aura une hausse de l'insécurité dans la ville. Vous avez pris 15 000 personnes. Vous les jetez dans la rue, sans mécanisme de contrôle, sans des mesures de sécurité au préalable. Alors, ces gens-là vont errer comme ça dans la cité. Merci, monsieur. L'insécurité. Alors, moi, je pense que c'est lui qui a posé l'acte de chasser ces gens-là. Il sera le premier responsable de l'insécurité qui va venir. Merci beaucoup, monsieur Marley. C'était un plaisir de vous avoir. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont aimé et que vous-même, d'ailleurs, vous avez aimé l'émission. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous sommes là. Oui. Nous sommes là, mais j'aimerais dire aux Congolais d'être encore debout. Debout pourquoi? Parce que si le peuple ne se met pas debout, quelle que soit la qualité de l'acteur politique, il n'y aura pas résultat. Le contrôle citoyen doit vivre. On doit savoir qui veut nous diriger, quelle est sa moralité, quelle est sa compétence, quel est son passé. Et ce contrôle fera vivre la vitalité démocratique
et nous allons voir clair sur la qualité des gens qui veulent nous diriger. Et si le peuple pense qu'il faut applaudir, d'ailleurs je suis toujours contre pour ceux qui applaudissent ceux qui nous dirigent et ceux qui applaudissent les opposants. On doit être rigoureux et exigeant. Exigeant. Merci. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas exigeants. Merci beaucoup. C'est en ce mot-là qu'on clôture. Je ne saurais dire mieux parce que moi, je suis un défenseur de l'obligation civile, du devoir civil. Ça, c'est la responsabilité du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, si vous remplacez le mot peuple par un qualificatif, vous avez la qualité du pouvoir que vous voulez. C'est au peuple de exiger les dirigeants qu'il veut. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. C'était à vrai dire. Retrouvez-la sur Ecopolis, notamment sur Eco TV, sur toutes nos plateformes digitales. Allez suivre l'émission, partagez les liens, parce que ce qui a été dit ici doit édifier plus d'un. En attendant que je vous retrouve prochainement avec un autre invité, que Dieu nous garde et que la peur quitte nos esprits. Merci beaucoup.